Madame de Brinvilliers était une aristocrate française qui semblait tout avoir, la richesse, le statut et une famille aimante. Mais en 1670, ses frères, pourtant en bonne santé, sont morts mystérieusement et il a été découvert plus tard qu'elle était la coupable. Mais pourquoi aurait-elle fait cela? Et comment une personne autrefois respectée à Paris est-elle devenue l'une des empoisonneuses les plus infâmes de l'histoire? Rejoignez-moi pour le découvrir. La femme qui est devenue tristement célèbre pour avoir empoisonné son père et ses frères dans la France du XVIIe siècle est née sous le nom de Marie-Madeleine d'Aubry le 22 juillet 1630. Elle est née dans une famille française aisée, étant la fille d'Antoine Dreux d'Aubry, un homme qui occupait plusieurs fonctions au sein du gouvernement français et de l'administration de la capitale, Paris. La plus importante de ces fonctions était celle de conseiller d'État, l'équivalent d'un ministre actuel, ainsi que celle de maître des requêtes. Un poste qui offrait un grand contrôle sur l'accès à la cour française et qui était donc très lucratif sur le plan financier, les pots de vin et autres paiements étant monnaie courante dans ce type de fonction dans l'Europe de l'époque moderne. En conséquence, le père de Marie-Madeleine était riche et elle était son aînée, mais elle n'était pas un homme, une circonstance qui l'empêchait à l'époque d'hériter de la majeure partie de son immense fortune à la mort de son père. La chaîne d'événements qui a conduit Brinvilliers à assassiner son père et ses frères pourrait remonter à 1651 lorsque Marie-Madeleine avait 21 ans. À cette époque, elle était mariée à Antoine Gobelin, baron de Neucral, un riche petit noble français de l'époque. Gobelin avait hérité d'une grande fortune grâce à sa famille qui avait dirigé un célèbre atelier de tapisserie pendant plusieurs générations. Mais Antoine lui-même était quelque peu dissolu. Il fut fait marquis peu après son mariage avec Marie-Madeleine, le marquis de Brinvilliers, faisant ainsi de sa femme la marquise de Brinvilliers. Mais par ailleurs, sa vie était chaotique. En particulier, il était un joueur invétéré. Pour cette raison, non seulement il avait dilapidé sa fortune héritée, mais aussi la dot de 200 000 livres qu'il avait obtenue d'Antoine d'Aubry. En 1651, au cours de son mariage avec Marie-Madeleine et dans les années 1660, il était en fait très endetté. Ses difficultés financières se reflétaient dans leur relation conjugale. Marie-Madeleine et son mari avaient une sorte de mariage ouvert. En particulier, la marquise entretenait une liaison de longue date avec un officier du nom de Gaudin-Saint-Croix, un individu qu'elle avait, ironiquement, rencontré grâce à son mari. Ainsi, bien que Madame de Brinvilliers et son mari aient eu 7 enfants, il est largement soupçonné qu'au moins 3 d'entre eux, voire plus, étaient en réalité le fruit illégitime de la liaison de la marquise avec Saint-Croix et d'autres. Le père de la marquise avait appris ces faits au début des années 1660. La liaison de sa fille avec Saint-Croix le préoccupait particulièrement, car elle risquait de ruiner la réputation de la famille si elle venait à être connue dans la haute société parisienne. C'est dans le but d'y mettre fin qu'Antoine d'Aubry obtint une lettre du roi Louis XIV ordonnant l'arrestation de Saint-Croix sur la base de quelques accusations fallacieuses. Il purgea une peine considérable à la prison de la Bastille à Paris au milieu des années 1660. Les actions de d'Aubry mirent Madame de Brinvilliers en fureur, aggravant une situation déjà toxique. Ainsi, en 1663, un ensemble de circonstances s'était développé, ce qui a conduit au crime de la marquise plusieurs années plus tard, l'incarcération de son amant à la demande de son père, et la situation économique en déclin dans laquelle les de Brinvilliers se sont retrouvés en raison des problèmes de jeu du marquis. Tout cela allait finalement mener au complot que la marquise a élaboré dans les années qui ont suivi. C'est au milieu des années 1660 que Madame de Brinvilliers a eu l'idée d'empoisonner son père et ses frères et sœurs afin d'acquérir la vaste fortune familiale. Diverses théories ont été avancées à propos de cette période.
L'une d'elles est que Sainte-Croix est entré en contact avec plusieurs individus experts dans l'art de l'empoisonnement pendant qu'il purgeait sa peine à la Bastille. Une autre théorie est que la marquise a commencé à tester différents poisons sur des patients malades dans les hôpitaux de France, ou même qu'elle a expérimenté les poisons sur ses propres domestiques. En conséquence, il a été supposé que la marquise pourrait avoir été responsable de la mort de jusqu'à 30 personnes au total. Cependant, il existe peu de preuves concrètes suggérant qu'elle s'est réellement livrée à cette activité, et cela aurait suscité beaucoup plus de soupçons à l'époque si ses propres domestiques étaient en tombés malades régulièrement. Ce qui est clair, c'est qu'avec l'aide de Sainte-Croix, qui avait purgé sa peine de prison, la marquise a commencé à empoisonner son père en 1666. Elle était une invitée régulière chez lui et a rapidement pu administrer un poison à base d'arsenic dissimulé dans sa nourriture et ses boissons. Il est finalement décédé le 10 septembre 1666 et une enquête a conclu qu'il était simplement mort de cause naturelle. Aucune autopsie n'a été pratiquée, mais étant donné que ses frères allaient désormais hériter de la majeure partie de la succession de leur père, elle décida rapidement de les empoisonner eux aussi. C'était une affaire plus complexe. Le père de Madame de Brinvilliers vieillissait et, en tant que fille soi-disant attentionnée, il lui était facile d'avoir accès à sa nourriture et d'y administrer le poison. Mais ce n'était pas le cas avec ses frères. Par conséquent, elle choisit d'engager un homme nommé Jean Hamelin, plus connu sous le nom de Lachaussée, pour travailler dans la maison familiale et administrer le poison dès que l'occasion se présentait. C'était une affaire délicate, et ce n'est qu'en septembre 1670 que les deux frères trouvèrent la mort, le premier, Antoine, ayant été tué en juin 1670. Une enquête plus approfondie que celle menée en 1666 fut alors entreprise par les autorités médicales et civiles. La mort de son père, un homme relativement âgé, avait rapidement été considérée comme naturelle. Mais le décès des deux frères de la marquise, tous deux jeunes et par ailleurs en bonne santé, à seulement quelques semaines d'intervalle, éveilla de fortes suspicions. Beaucoup de personnes soupçonnaient un acte criminel, mais rien de sinistre ne fut clairement découvert et aucune accusation ne fut portée à ce moment-là. Eh bien, rien n'a été découvert qui reliait la mort des frères à leur sœur. Ainsi, pendant un certain temps, il semblait que le plan de Brinvilliers avait fonctionné. Elle profitait bientôt d'une richesse nouvelle et s'était tirée d'affaire après ses crimes. Du moins jusqu'en 1672. Cette année-là, son amant et complice Sainte-Croix mourut, peut-être d'une maladie, bien qu'on ait supposé qu'il se soit accidentellement empoisonné lui-même. Quelle qu'ait été la cause de sa disparition, cela a dû être une mort soudaine. Car Sainte-Croix n'avait pas retiré une grande quantité de preuves compromettantes de sa résidence. Un événement qui eut désormais des conséquences fatales pour de Brinvilliers. Lorsque la police parisienne mena une enquête, elle découvrit rapidement un coffre dans les appartements de Sainte-Croix qui contenait une série de preuves accablantes. Celles-ci comprenaient des échantillons des poisons qu'il avait utilisés avec la marquise au fil des années, ainsi qu'un certain nombre de lettres échangées entre eux. Celles-ci n'indiquaient pas ouvertement leur crime, mais fournissaient suffisamment de raisons pour susciter de sérieux soupçons. Une enquête fut alors rouverte sur les décès du père de la marquise et de ses deux frères. La marquise s'enfuit de Paris lorsqu'elle apprit ce qui avait été découvert. Si cela ne constituait pas déjà une confirmation sans équivoque de sa culpabilité, d'autres preuves accablantes furent apportées au début de 1673. À cette époque, Lachaussée fut arrêté et, après un long interrogatoire, il révéla tous les détails de ce qui s'était passé, y compris son propre rôle dans l'empoisonnement des deux frères d'Aubray. L'empoisonnement était considéré comme un crime particulièrement odieux à l'époque moderne. Par exemple, un cuisinier soupçonné d'avoir participé à une tentative d'empoisonnement était passible de la peine de mort par ébouillantage. La fin de Lachaussée ne fut pas aussi sombre,
mais il fut torturé avant d'être exécuté le 24 mars 1673. Lorsque ces crimes furent découverts, de Brinvilliers s'enfuit de France en 1673. Elle passa les 3 années suivantes en cavale. Pourtant, étonnamment, elle ne s'éloigna pas beaucoup de la France, se réfugiant d'abord de l'autre côté de la Manche en Angleterre, puis, plus surprenant encore, vivant en exil juste de l'autre côté de la frontière nord-est de la France, dans la région correspondant à la Belgique actuelle, mais qui faisait alors partie de l'Empire espagnol. C'est ici dans la ville de Liège qu'elle fut finalement arrêtée en 1676 et extradée vers la France. La marquise de Brinvilliers avait été reconnue coupable de ces crimes par contumace après sa fuite de France en 1673, mais un nouveau procès eut néanmoins lieu. Il s'agissait en réalité d'un procès de façade. Il ne fait guère de doute à ce sujet, mais de Brinvilliers n'était pas encline à coopérer. Au début, elle nia catégoriquement toute implication dans l'empoisonnement de son père et de ses frères et sœurs, malgré la présentation de preuves considérables et la convocation de témoins, ce qui laissait peu de doute quant à sa culpabilité. Face au refus de la marquise d'admettre sa culpabilité, les autorités décidèrent finalement qu'elle devait être torturée. Les dernières heures de la Brinvilliers furent désagréables. La méthode de torture à laquelle elle fut condamnée était la question par l'eau. Cela consiste à forcer la bouche à rester ouverte à l'aide d'une cale ou d'un autre dispositif. D'importantes quantités d'eau sont ensuite versées sans relâche dans la bouche de la victime, provoquant une distension gastrique, la noyade et même la mort si la question est appliquée assez longtemps. Utilisée pendant des siècles comme torture, elle est associée au supplice moderne de la baignoire, ou waterboarding. Le 16 juillet 1676, face à la perspective de la torture, de Brinvilliers a avoué ses crimes. Cependant, elle a subi le supplice de l'eau. Elle a subi ce supplice pendant 4 heures afin de déterminer s'il y avait d'autres crimes ou complots dont les autorités n'étaient pas au courant. Cependant, cela n'a révélé que très peu de choses concrètes. Elle a ensuite été emmenée à la place de Grève, un lieu habituel d'exécution publique dans le Paris de l'époque moderne, qui correspond aujourd'hui à la place de l'Hôtel de Ville dans la capitale française. Ici, la marquise de Brinvilliers fut exécutée le 16 juillet, sa tête ayant été tranchée à l'épée. Son corps fut ensuite brûlé. La mort de Madame de Brinvilliers inaugura une période de l'histoire sociale et politique française connue sous le nom de l'affaire des Poisons. Celle-ci commença après son exécution et se poursuivit pendant 6 années supplémentaires jusqu'en 1682. L'affaire des Poisons est née en grande partie d'une paranoïa croissante parmi l'aristocratie et l'élite parisienne concernant d'autres tentatives possibles d'empoisonnement ou de meurtre d'individus impliqués dans des conflits de succession. Le roi de France, Louis XIV, était particulièrement troublé par cela. De nombreux autres procès d'individus ont suivi, souvent sur des bases douteuses. Pendant ce temps, la police et les forces de sécurité de la capitale française commencèrent à arrêter les diseurs de bonne aventure, les alchimistes et d'autres personnes soupçonnées de fabriquer des poisons. D'autres personnes impliquées ou accusées comprenaient tant des membres de haut rang de l'aristocratie française, comme Olympia Mancini, la comtesse de Soissons, qui fut finalement exilée de France à la suite de cela, mais non exécutée. L'affaire des Poisons a finalement conduit à l'exécution de 36 personnes avant de prendre fin en 1682, tandis que 23 autres personnes furent exilées de France. À un moment donné, des centaines de personnes étaient soupçonnées ou faisaient pour l'objet de mandats d'arrêt. Ainsi, les actions de Madame de Brinvilliers ont créé une grande controverse au sein de la société française, qui a eu des répercussions bien au-delà de ses propres actes. Sans grande surprise, étant donné à quel point l'incident a dominé la haute société française dans les années 1670 et au début des années 1680, les actions de Madame de Brinvilliers ont été commémorées sous plusieurs formes. En particulier au cours du XIXe et du début du XXe siècle,
lorsque Sir Arthur Conan Doyle et Alexandre Dumas ont tous deux composé des œuvres inspirées de sa vie et de ses crimes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Intéressante. Partagez vos impressions, ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez plus de vidéos similaires ou sur cette période, dites-le moi aussi en commentaire. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé la cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.